à toutes et à tous. Déjà, on vous remercie encore une fois d'être là. On va vous présenter l'enquête qu'on a réalisée. Donc, cette enquête, elle est sur le thème de l'engagement. Pourquoi on a choisi l'engagement? Parce que c'est un thème d'actualité, transverse aux préoccupations et objectifs de chacun, et puis c'est un thème aussi engageant. Quand on a voulu approfondir ce terme, on s'est rendu compte qu'il était flou, qu'il était polysémique et que parfois il était difficile à définir et qu'il invitait à la réflexion et à la remise en question. Donc je vais tenter de vous donner une définition de l'engagement. Donc l'engagement, c'est un changement, c'est un passage à l'action libre et consentie, et c'est un contrat entre deux parties. Donc on a réalisé une enquête qualitative avec des entretiens semi-directifs. On a mené 50 entretiens auprès de professionnels de la communication. Il y avait un sous-thème général et puis un sous-thème, 3 sous-thèmes pour nos 3 parcours. Donc communication publique, associative et culturelle, communication numérique et changement personnel et organisationnel. Voilà, donc notre problématique en fait était d'établir un lien entre la communication et l'engagement. Quel est le lien? Voilà. Donc, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, voilà. L'engagement, ça se caractérise par un passage à l'acte, libre, consenti. Donc, comme je vous l'ai dit, on s'est interrogé sur le lien qu'il existe entre l'engagement et la communication. Et en fait, on s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'on voulait faire passer un message, ça nécessitait de s'intéresser à son public et on voulait forcément engager. Et les communicants qu'on a interrogés ont été formels pour dire que quand on fait passer un message, il faut être soi-même impliqué, voire engagé. Et une citation qu'on a beaucoup aimée, c'est le lien entre la communication et l'engagement, c'est la passion. Et justement, l'exercice du communicant, c'est de transmettre cette passion justement à son public en le rassurant sur les intérêts collectifs et individuels qu'il a à s'engager, en créant une relation de confiance avec lui et en l'incitant en fait à passer à l'acte. Et justement, en parlant de passer à l'acte, on s'interroge sur à quel moment la communication elle devient engageante. Et en fait, la communication, elle devient engageante à partir du moment où le public il interagit avec l'organisation communicante, à partir du moment où il fait part de ses ressentis, où il fait part de ses besoins. Et ce qui est bien, en fait, c'est qu'à partir de ce moment-là, le communicant peut prendre en compte les besoins en fait, de son public. Et du coup, la communication, elle est plus linéaire, elle devient transversale. Voilà, je vais passer la parole à ma collègue Romane qui va vous parler des clés d'une communication engageante. Donc, comme vient de le dire Emma, nous nous sommes demandé quels étaient les éléments clés finalement qui constituaient une communication engageante. Donc, on a demandé aux professionnels interviewés et ces derniers estiment qu'il faut déjà travailler en profondeur le message. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit clair et synthétique et qu'il soit vulgarisé, de façon à toucher un plus large public. Il doit surtout permettre d'ouvrir le dialogue et de créer une réflexion chez le public pour qu'il s'approprie lui-même le sujet. Dans un second temps, il y a les supports et les outils de communication qui sont très importants. Et les supports, donc ces supports et ces outils doivent favoriser l'interaction avec le public. À partir du moment où le public interagit, il est déjà en quelque sorte impliqué et ça amène vers l'engagement. Enfin, l'aspect visuel des supports de communication doit être créatif et percutant de façon à ce que le public s'en souvienne et à ce que ça capte son attention. Excusez-moi. Finalement, une bonne communication engageante, c'est une prise de conscience de la part du public. C'est une remise en question de sa part. Je repasse le micro à Emma et je reviens après. Alors maintenant, je vais vous parler de la place du public dans la communication engageante. Donc on sait tous que quand on communique de façon engageante, il faut qu'il y ait une réflexion préalable en fait, sur le public cible. Et toutes les personnes qu'on a interrogées ont été d'accord pour dire que le public il tient une place centrale dans le processus d'engagement. Donc déjà, ce qu'on a vu, c'est que les publics privilégiés à cette communication engageante, c'est les publics qui sont déjà sensibilisés. Effectivement, quelqu'un qui est déjà touché par quelque chose, qui est déjà sensibilisé, il va s'engager beaucoup plus rapidement. Par exemple, je prends l'exemple de l'humanitaire, quelqu'un qui veut aider les autres, qui veut utiliser son temps pour ça, il va être beaucoup plus touché par une campagne de publicité, si j'ose dire, sur l'humanitaire que quelqu'un qui ne prône pas ces valeurs-là. Et du coup, ce que je peux dire, c'est que la communication, en fait, ça permet de faire franchir ce cap, justement, entre l'adhésion et l'engagement. Ensuite, on a vu qu'un acteur impliqué,
idéalement engagé, de donner lui-même vecteur du message. En fait, quand quelqu'un adhère à quelque chose, à une cause, il va devenir vecteur du message et il va lui-même communiquer. Je vais prendre l'exemple des réseaux sociaux parce que sont très utilisés aujourd'hui. Par exemple, quelqu'un va retweeter une information, va partager une photo sur Facebook, va faire remonter l'information sur le fil d'actualité. Quelqu'un qui va se rendre à un concert va partager des photos et va donner envie en fait, aux autres de s'y rendre. Et du coup, le public s'approprie son message, et s'approprie le message et utilise sa propre pédagogie pour éduquer les autres et leur donner envie. Et ce qui est bien en fait, c'est que quand c'est le public qui communique lui-même, la communication elle est moins imposante, elle est moins vécue comme linéaire, et ça donne plus envie justement, c'est moins linéaire, comme je disais, ça devient transversal. Et en fait, la communication engageante, c'est une communication qui est participative. Nous avons pu voir aussi qu'il y avait des thématiques privilégiées pour engager, comme la citoyenneté ou encore la santé publique. Effectivement, les professionnels ont estimé que c'était des causes nobles. Donc par cause noble, il faut entendre des causes d'intérêt général, des causes qui engagent le collectif pour un but commun. Donc une communication engageante peut être aussi pertinente pour fidéliser les clients, par exemple pour des entreprises qui sont dans le secteur concurrentiel. Donc on peut voir qu'il y a différentes stratégies selon le message que l'on souhaite faire passer. Un organisme qui souhaite davantage s'engager pour une cause d'intérêt général aura tendance à sensibiliser et à éduquer le public sur le sujet, tandis qu'une entreprise qui souhaite plutôt fidéliser un client s'attachera davantage à des actions de communication et des actions promotionnelles. Maintenant, je vais laisser la parole à Cécile qui va nous parler de la communication publique. Avec mes deux collègues du parcours Compact, on va maintenant aborder la communication engageante dans les secteurs publics, associatifs et culturels. Donc, quand il a fallu définir la communication engageante avec nos interviewés, on s'est rendu compte qu'il y avait trois notions communes à ces trois domaines. La première était l'implication du communicant. En effet, pour engager, le communicant doit lui-même être convaincu par la campagne qu'il tient. Donc il doit être conscient du discours, il doit être investi dedans moralement, physiquement et personnellement, de manière à toucher son public. La deuxième notion était justement la participation du public. Le public, il est au cœur de votre campagne de communication. Du coup, il faut le pousser à être impliqué, à s'investir et ouvrir le débat avec celui-ci pour le pousser à la réflexion. La dernière notion était les thèmes. La plupart des campagnes de communication engageantes tournent autour des thèmes d'actualité, des effets de mode, ou quand il s'agit du culturel, on parle de programmation artistique de qualité. Cependant, si ces trois parcours ont ces notions communes, chacun a un but différent. L'un sera plus dans la sensibilisation, l'autre cherchera à changer les comportements et la dernière cherchera à divertir. Ainsi, chaque parcours a ses propres spécificités. Dans le public, on cherche à surprendre. On se permettra d'utiliser des techniques plus pédagogiques, ludiques et parfois même marketing. Alors, en général, ils essayent de toucher tous les publics. Donc là, ils vont faire appel aux leaders d'opinion, aux influenceurs pour pouvoir transmettre leur message au plus grand nombre. Dans le secteur associatif, on cherche plus à capter l'attention. Et en général, on utilise des techniques qui sont du face-à-face, c'est-à-dire qu'on est en tête-à-tête avec son interlocuteur. Et en général, la communication peut être un peu plus personnalisée selon la manière qu'a la personne en face de vous de se comporter. Ici, le communicant adopte une position basse, c'est-à-dire qu'il se met au même niveau de la personne qu'il a en face de lui, de manière à rentrer dans sa sphère intime et le mettre en confiance. Dans le secteur culturel, on se permet plus d'aller dans l'innovation, d'avoir des campagnes qui sont atypiques, insolites, on ose casser des codes. Ici, les publics peuvent être différenciés, c'est-à-dire que chaque spectacle que vous allez essayer de promouvoir touche une cible différente. Là, la communication est horizontale, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas forcément à contraindre une personne à faire quelque chose qu'elle n'aurait pas eu l'habitude de faire. Ici, c'est vraiment la promotion qui est la valeur principale. Enfin, chaque secteur a ses propres valeurs. Dans le public, on sera plus sur des valeurs politiques et universelles. Dans l'associatif, on sera sur des valeurs de communauté et de citoyenneté. Et enfin, dans le culturel, on pourra plus jouer sur tout ce qui est émotion, humour et sensibilité. Maintenant, Anthony va vous donner quelques exemples d'actions de communication. Bonjour à tous. Donc, comme on a pu le constater, la communication engageante, elle s'inscrit dans un univers conceptuel qui est assez riche,
et complexe. Et cet univers conceptuel, il vise à décrire, à expliquer ou à inspirer des actes de communication concrets. Et à travers les entretiens qu'on a réalisés, les professionnels de la communication nous ont fait part d'un certain nombre d'actions qu'ils avaient mises en place et qui leur ont permis de faire en sorte que leur public s'engage. On a relevé ces actions, on les a classées dans une typologie qui est présente au tableau et que je vais vous expliquer tout de suite. Donc la première catégorie d'actions qu'on a relevée, c'est l'action de proximité. On peut prendre l'exemple des collectivités territoriales qui régulièrement engagent des campagnes de sensibilisation au niveau sanitaire. Et pour ce faire, elles font appel à des jeunes du service civique qui vont faire du porte-à-porte pour aller discuter avec les gens et faire de la prévention. Et c'est un genre de communication plus concret où les gens sont présents face à face. Et ça permettra de faire en sorte qu'ils deviennent des vecteurs eux-mêmes de la communication. La deuxième catégorie d'action, c'est l'action de mobilisation. Donc là, on a eu le cas du chargé de communication d'une grande ville qui postulait pour entrer dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Et pour faire en sorte que les habitants de la ville ils soient impliqués dans le projet, il a utilisé tous les moyens de communication engageante à sa disposition, de la distribution de flyers jusqu'à la mise en place d'une liste de comptabilisation des voix. En fait, les personnes s'inscrivaient sur la liste et ça permettait d'afficher un soutien vis-à-vis du projet. La troisième catégorie d'action, c'est l'action de sensibilisation. Et là, on a beaucoup aimé le cas d'un recruteur de donateurs pour une association humanitaire qui, en fait, se trouvait dans la rue de Montpellier pour pouvoir présenter son association humanitaire qui œuvre contre la pauvreté extrême et les inégalités dans le monde. Et puis, il est tombé sur un interlocuteur qui était assez réticent vis-à-vis de cette association parce qu'il estimait que dans un pays africain qui était en situation de guerre, l'association privilégiait plus un des deux camps. Donc du coup, ce que le recruteur donateur lui a dit à ce moment-là, c'est peu importe finalement les belligérants qui sont en place, l'essentiel c'est que l'association elle puisse sauver des enfants innocents qui se trouvent au milieu. Et il faut croire que cette phrase, elle a fait mouche. Il est arrivé à sensibiliser son interlocuteur parce que celui-ci finalement est devenu donateur de l'association. L'autre catégorie qu'on a dégagée, c'est l'action de communication qu'on a appelée choc par l'image. Et là, on tient à relever le cas du chargé de communication d'un opérateur téléphonique qui, en fait, un jour s'est retrouvé dans une situation de crise parce qu'un des secteurs qu'il était censé couvrir était face à des intempéries. Il neigeait beaucoup. Donc du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a commencé à lancer une première vague de communication pour expliquer aux usagers pourquoi est-ce qu'ils ne captaient plus. Et puis, il a eu l'idée de poster une photo sur les réseaux sociaux. Et à partir de cette photo-là, il y a eu vraiment une vague de réaction très importante. On a même vu des gens de la ville qui étaient enneigés se mobiliser pour enlever la neige et faire en sorte de capter de nouveau. Donc voilà, l'action choc par l'image, ça frappe les esprits et ça permet de faire en sorte que les gens s'engagent plus facilement. Enfin, la dernière catégorie qu'on a relevée, c'est l'action ludique. Et là, on tient à vous faire part de l'expérience du chargé de communication d'un site culturel sur Montpellier qui organise des spectacles. Et en fait, il réfléchissait à une idée pour faire en sorte que les gens assistent à ces spectacles, qui découvrent le site et qui s'engagent un petit peu plus dans cet univers-là. Du coup, il a pensé à mettre un phototruck devant le site, donc qui fait la communication. Le principe du phototruck, c'est simple, c'est une petite camionnette, il y a des déguisements à l'intérieur, et les gens peuvent rentrer dans la camionnette, se déguiser, et puis on prend des photos d'eux, on les publie sur les réseaux sociaux. Ça a fait un carton, les gens ont joué le jeu, ils sont revenus ensuite à la salle de spectacle, et ça a permis de faire en sorte qu'ils s'engagent plus facilement dans cet univers culturel. Donc voilà, il y a des actions, des fois comme ça, où les effets sont visibles, perceptibles au premier coup d'œil, et puis parfois, ils sont un petit peu plus durs à capter. C'est pour ça qu'on dispose aussi d'outils pour mesurer l'impact d'une communication engageante. Et ces outils, c'est ma collègue Julie qui va vous les présenter. Donc on va maintenant passer aux outils d'évaluation de l'engagement. On a demandé aux personnes interviewées de nous parler des outils qu'elles utilisaient pour évaluer leur campagne de communication et la plupart nous ont expliqué qu'elles n'en utilisaient pas.
Cependant, parmi les personnes qui en utilisent donc, nous avons pu distinguer deux grandes catégories, les évaluations quantitatives et les évaluations qualitatives. Donc, bien sûr, ces outils dépendent des objectifs de la communication et du type d'organisation, c'est-à-dire si elle est publique, culturelle, associative, ce ne seront pas les mêmes outils. Donc, puisque nous sommes à l'heure du numérique, aujourd'hui, la plupart des communicants se servent de supports numériques pour proposer leur communication engageante. C'est pourquoi, pour les analyser, ils se servent en particulier de statistiques brutes et d'outils d'analyse numérique. Les statistiques brutes se retrouvent sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire les mentions j'aime, les partages, la portée des publications, tandis que les outils d'analyse numérique sont plutôt réservés au site web pour connaître le taux de personnes qui sont venues sur un site, le taux de rebond, c'est-à-dire si elles y sont restées ou non. Les organismes publics et culturels se servent plutôt du taux présentiel pour mesurer la portée de leur communication engageante, c'est-à-dire qu'ils vont compter le nombre de personnes présentes et ainsi mesurer l'impact que cela a eu sur le public. Les associations, quant à elles, vont se servir du taux d'adhésion et du montant des dons, c'est-à-dire le nombre de personnes qui ont adhéré aux valeurs de l'association et celles qui ont donné pour la soutenir. Ensuite, nous avons donc les outils qualitatifs qui sont moins utilisés généralement, car plus difficiles à mettre en place, avec notamment les relations publiques directes, c'est-à-dire après les spectacles et les manifestations, on prend directement l'avis du public suite à cela, sans attendre plus longtemps. Il y a également les entretiens qualitatifs qui peuvent prendre la forme d'entretiens directs ou par téléphone, on appelle alors ça du phoning. Ça sert donc à recueillir l'avis du public, recueillir les suggestions afin d'améliorer les communications des gens en place. Le secteur public met également en place très souvent des réunions publiques afin de voir l'avis du public concernant un projet qui touche plutôt une collectivité, comme par exemple l'implantation d'une décharge dans une commune. Tous ces outils permettent donc d'améliorer et d'adapter la communication afin qu'elle corresponde au mieux aux cibles. Nous avons d'ailleurs remarqué que de plus en plus de communicants utilisaient aujourd'hui des techniques marketing dans les communications publiques, associatives et culturelles. Et nous vous avons donc demandé votre avis à ce sujet. Les avis étaient plutôt mitigés. D'un côté, des avis très positifs qui pensaient que les techniques marketing pouvaient servir à sensibiliser et informer le public en utilisant des outils qu'ils connaissaient déjà, c'est-à-dire des techniques qu'on retrouve dans le secteur privé mais adaptées au secteur public. Ils trouvaient que c'était très complémentaire avec les techniques de communication déjà utilisées, tandis que d'autres ont pointé du doigt l'immoralité du marketing qui était totalement illogique par rapport aux valeurs portées par les secteurs non lucratifs qui sont plutôt tournés vers des valeurs humaines. Les messages étant différents, certains ne comprenaient pas qu'on puisse s'adapter au secteur public, même si cela se fait de plus en plus actuellement. Je vais maintenant laisser la parole à Damien en CNO qui va vous parler de l'engagement 2.0. Bonjour à tous. Donc, en CNO, nous avons eu l'occasion d'interviewer 15 personnes issues de milieux différents, plus ou moins liés à la communication numérique. Donc, nous avons pu, avec ces éléments de réponse, diffuser en 3 parties. En première partie, leur vision de l'engagement 2.0, les apports de la communication numérique à l'engagement, et finalement les distinctions avec la communication classique. Donc l'engagement 2.0, c'est une réaction survenue sur un canal de diffusion numérique à travers du contenu. Donc ceci est dû notamment à la facilité pour le public aujourd'hui d'avoir accès à ces informations. Ce qu'on peut observer, c'est vraiment aujourd'hui une proximité entre les structures et leur public. Aujourd'hui, il y a des relations beaucoup moins asymétriques, notamment aujourd'hui, par exemple sur Twitter, on suit une entreprise comme on suit un ami, une connaissance. Le public aujourd'hui est capable de prendre position en utilisant simplement des outils digitaux, et ce de manière volontaire et consciente. Donc on le remarquera, hein, les réseaux sociaux sont l'outil le plus représentatif de l'engagement 2.0, de par notamment l'interactivité qu'on y voit avec toutes les interactions, à travers les tweets, likes, posts, commentaires et tout ceci. Donc l'engagement 2.0 serait innovateur notamment de par l'investissement assumé de la communauté. Un interviewé nous a dit 1% propose du contenu, 9% interagissent avec et 90% observent. C'est ce qui constitue une communauté. Donc la communauté, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe d'usagers visant à diffuser des messages liés à des entités par eux-mêmes, ceux qui les classent comme des communicants indirectement. Globalement, l'engagement 2.0, c'est un système d'interaction sur le web, donc que ce soit sur les sites internet ou les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on peut même parler d'engagement 3.0 avec les nombreux appareils mobiles que vous avez sur vous,
qui vous permettent d'interagir de cette façon constamment et instantanément. Donc maintenant, passons aux apports. Donc l'engagement 2.0 est perçu comme une évolution logique au sein de la société aujourd'hui, notamment liée avec l'évolution du Web 2.0 bien sûr. Donc le numérique est un moyen pour les acteurs d'interagir à l'infini. Bien sûr, ce qui permet un ton décalé pour les structures et plus proche des cibles avec des actions plus libres, notamment par toutes les fonctionnalités qu'ont ces outils et aussi parce que les cibles sont familières avec ces outils et les connaissent aussi bien que les communicants aujourd'hui. Ce qui favorise vraiment la diffusion et l'interaction entre public et structure et aussi un engagement plus rapide à l'instant T. Donc on peut noter différentes formes d'engagement sur le web. Premièrement l'inscription, donc la présence sur les réseaux sociaux, la lecture des contenus et le clic qui est l'action. Donc distinction avec la communication classique, donc classique je le rappelle, hein, tout ce qui est la télévision, presse, radio, affichage, ce genre de choses. La com numérique, donc ce qui permet notamment une mise en ligne des contenus, faciliter des échanges bien sûr, mais un élément considérable qui est très utile aujourd'hui, ce sont les statistiques. Ces statistiques, donc, si certains se demandent si c'est utile d'avoir le nombre de j'aime quotidiens et le nombre de partages, que ce soit sur Twitter, les retweets et sur Facebook, clairement, car c'est du chiffre, c'est concret, ça permet de collecter des infos pour façonner ces actions de communication. On voit rapidement ce qui marche pas, quel est l'impact sur le public, et c'est très accessible hein, sur de nombreux outils, sur Facebook vous avez facilement sur de nombreux outils et aussi sur des logiciels gratuits. Donc ça permet vraiment de voir le taux d'engagement de son public et d'une communauté envers une entreprise ou une marque, etc. Donc ces statistiques nous poussent vraiment toujours à nous remettre en question. Ça pousse à la créativité, ça favorise donc la créativité bien sûr, et ça permet d'être plus persuasif, plus percutant, et on voit rapidement ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc c'est clairement un complément à la communication classique, car ces statistiques permettent aussi de nous calibrer avec la communication numérique. Donc concernant les outils, donc, ces outils-là ont un impact car elles font émerger de nouvelles formes d'engagement. Donc notamment une interaction très intense, bien sûr, entre les structures et leur public, notamment dans un espace de libre-échange. Donc c'est plus seulement l'entreprise ou la structure, l'organisation au sens général du terme qui communique sur elle-même, mais c'est aussi son public. Donc les communicants dans la salle ici le savent, c'est à double tranchant, car une personne contente diffusera certainement, mais une personne mécontente d'un message ou d'une information diffusera beaucoup plus et aura beaucoup plus d'impact. Donc cette nouvelle transparence, elle transforme clairement hein, les formes de relations entre une communauté et une structure, ce qui change vraiment le rapport de force. Le public se fait entendre par la structure, mais aussi par la communauté d'où elle vient. Donc ce qui change le rapport de force, je l'ai déjà dit. Donc la communauté, ce qui rassemble des personnes d'opinion et d'intérêts communs qui tentent à s'engager par l'effet de masse. Et ceci combiné à la viralité du web change énormément de choses et ont une visibilité assez importante. Je vais laisser Alicia pour la suite des outils. Alors, comme le disait mon collègue Bernard, ce sont les médias sociaux et plus particulièrement les réseaux sociaux qui sont plus représentatifs de l'engagement 2.0. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, c'est l'utilisateur qui est au cœur du processus. C'est lui qui va échanger des messages autour de votre entité, qui va bâtir votre réputation. Et vous allez devoir créer un lien de proximité, un lien unique avec lui. Un lien qui va être réciproque. Vous ne pouvez pas seulement lui faire passer les messages que vous souhaitez pour le faire rendre un événement. Non, vous devez aussi lui apporter quelque chose autour de ses centres d'intérêt. Et cela vous permet également d'avoir une approche un petit peu plus individualisée. Vous pouvez vous adresser à une personne précise dans un public et pas seulement une communauté. C'est d'ailleurs ce qui nous amène aux nouveaux influenceurs du web. Ce sont les leaders d'opinion, comme l'avait précisé ma collègue Cécile. Ce sont des personnes qui sont expertes dans un domaine, mais qui ne sont pas forcément professionnelles. Elles vont disposer d'une certaine expertise et également d'une communauté qui va les suivre. Donc généralement, ça va être des youtubeurs ou des blogueurs, des personnes qui écrivent ou qui diffusent du contenu.
et elles vont disposer d'une communauté qui est déjà engagée et qui va les suivre dans leurs messages, dans leur action. Et une entité peut se rapprocher de ces leaders d'opinion pour faire passer un message et pour engager davantage de communautés. Parmi les interviews qu'on a menées, on s'est demandé, bon très bien, il y a des outils, mais quelle action concrète on peut mener dessus? Donc on en a dégagé 4 principales. La première, ce sera animation. Vous allez animer une communauté, vous allez échanger avec elle. Ce sera plutôt dans une démarche de fidélisation, puisque vous allez inciter votre public à revenir, vous allez interagir en continu avec lui, vous allez lui poser des questions, vous allez prendre en compte son opinion, ce qui est le web représente vraiment l'espace où on prend en compte l'opinion de ses usagers. Le second point, ce n'est pas vraiment un vecteur d'engagement, mais c'est un point d'entrée envers celui-ci. Ce sera le référencement. Vous allez chercher des mots-clés pour votre site, pour amener votre public sur votre support. Le troisième point, ce sera l'engagement communautaire, où vous allez pas seulement engager une partie d'un public, mais complètement une communauté. Et le dernier point, c'est l'événementiel. C'est ce que, par exemple, on met en place aujourd'hui. On appuie un événement en présentiel avec la mise en place de live streaming, avec des applications comme Plush ou Periscope, ou bien avec un live tweet. Donc, par exemple, aujourd'hui, on utilise le hashtag Orque2016, sur lequel je vous invite à participer. Et enfin, la question qu'on s'est posée vis-à-vis du numérique, c'est comment est-ce qu'on peut mettre une bonne action numérique engageante en place. On a dégagé 5 points principaux. La première, ça va être d'analyser son public et de le connaître. Vous allez devoir anticiper ses usages, connaître ses habitudes, sinon vous n'allez pas pouvoir choisir le bon support, de quelle fonctionnalité vous allez avoir besoin, de où est-ce que votre public va être présent. Et à partir du choix du support, vous allez pouvoir choisir le message que vous souhaitez faire passer, donc quel type de médias vous souhaitez diffuser, quel ton vous souhaitez adopter, est-ce que vous souhaitez adopter un ton plus décalé pour un public plus jeune ou au contraire un ton plus institutionnel pour une cible B2B. Le quatrième point, ça va être de maintenir un rythme dynamique. Comme je le disais tout à l'heure, vous ne pouvez pas prendre la parole que quand vous avez un message à faire passer. Vous devez apporter quelque chose à votre public et l'amener régulièrement sur votre plateforme. Et le dernier point, c'est le plus important puisque c'est une problématique qu'on vit quotidiennement en tant qu'étudiant en communication numérique, c'est l'instabilité qu'il incarne, puisque chaque jour de travail qu'on entame, on est obligé de se remettre en question, de faire de la veille pour voir quels sont les nouveaux outils. Puisque demain, il va y avoir un nouvel outil qui va prendre place sur le web et qui va changer toutes les habitudes de nos cibles. Et on va devoir se remettre quotidiennement en question. Je vais maintenant laisser la parole à ma collègue de communication interne pour la dernière partie. Bonjour à tous. Alors jusqu'à maintenant, c'est vrai que nous avons vu spécifiquement comment engager un public plutôt en externe. Néanmoins, il est vrai que les principaux acteurs d'une organisation restent avant tout les acteurs internes. Ce sont les réels ambassadeurs. C'est pour cela que nous sommes intéressés à savoir pourquoi et comment engager en interne. L'enquête que nous avons menée auprès d'une dizaine de professionnels nous a permis de vous livrer 3 éléments de réponse. Tout d'abord, une définition de l'engagement interne, les facteurs qui y sont liés et aussi des outils indispensables à mettre en place. Alors pour la totalité des interviewés, l'engagement, c'est d'abord donner sens à une action ou à un projet afin d'obtenir l'adhésion du personnel à un niveau individuel et collectif. L'engagement pourrait donc se voir tel un processus auquel l'adhésion serait la phase déterminante, mais qui ne pourrait se faire sans 2 phases de transition que sont la motivation de l'acteur et son implication. Alors la notion d'action, nous la retrouvons aussi également en interne. Il s'agit donc de communiquer un message qui ait du sens pour l'acteur. Donc comme mes collègues vous l'ont déjà dit, il faut donc avant tout adapter le message à la cible. Néanmoins, à la différence de l'engagement en externe, le communicant interne doit faire face à un contexte particulier qui est celui de l'organisation.
Effectivement, il y a une culture organisationnelle préexistante, ainsi que des enjeux de co-travail et de coexistence. De ce fait, il y a 3 composantes clés de l'engagement qui semblent se distinguer. Tout d'abord, une attitude. Il s'agit donc d'adopter un style de management particulier, axé sur la compréhension, sur la fidélisation, l'écoute du personnel, mais également la reconnaissance, que ce soit de ses savoir-faire comme de son savoir-être. La durée. Effectivement, l'engagement est un contrat, c'est une contractualisation qui lie l'acteur à l'action qui doit être menée. Il faut donc prendre en compte la durée que pourra prendre la mise en place de l'action. Ensuite, dernier facteur, et pas des moindres, le capital humain. Il est nécessaire de prendre en compte que chaque acteur est un ensemble en fait, de normes, de valeurs, de cultures, de croyances qu'il faut absolument prendre en compte pour ne pas risquer de faire un contresens et d'empêcher son passage à l'acte. Alors les enjeux de l'engagement peuvent être multiples, que ce soit pour le développement de votre entreprise, la mise en place d'un projet ou une restructuration. Néanmoins, quel qu'il soit, il y a des facteurs importants à prendre en compte qu'Alicia va vous présenter. Donc on peut considérer qu'en communication interne, pour pousser à l'engagement, il y a 5 facteurs qui seront en interaction tout au long de ce changement, de cet engagement plutôt. Le premier sera l'intérêt personnel. On sait qu'à l'heure actuelle, toute adhésion à un nouveau projet en entreprise amène forcément à un changement de la part du personnel. À ce moment-là, il va bien falloir faire attention à ne pas le mettre dans une phase de doute et à faire face aux rumeurs. Pour cela, il est très important d'argumenter de façon positive sur les points qui lui seront favorables à ce changement. Une fois ces intérêts personnels mis en avant, il faudra passer par un stade de reconnaissance. Il faut à tout prix que l'acteur interne se sente écouté et considéré par l'organisation. Pour cela, à l'heure actuelle, beaucoup d'entreprises utilisent des campagnes de communication en interne où sont revalorisées les fonctions et les personnalités de chacun sous forme de campagnes d'affichage. Ça va permettre à l'acteur de se sentir reconnu et considéré par l'entreprise. De là, il va sentir une espèce d'investissement à l'entreprise qui va l'amener à une cohésion. Cette cohésion, c'est une dynamique de groupe qui est très positive. Excusez-moi. Donc cette cohésion va renvoyer complètement en fait, à la culture de l'entreprise et va pousser à l'appartenance. Le sentiment d'appartenance est très très important pour favoriser l'adhésion au projet collectif. Et à partir de ce moment-là, l'acteur interne se sentira complètement engagé dans l'entreprise et va de ce fait vouloir valoriser et mettre en avant l'image de l'organisation. Et on sait qu'à l'heure actuelle, les meilleurs ambassadeurs d'une organisation, ce sont les acteurs internes. Après ces explications, Céline va vous montrer les petites actions qu'on peut mettre en place. Alors effectivement, comment créer des conditions favorables pour pousser les acteurs à passer à l'acte? Alors malheureusement, l'enquête ne nous a pas permis de trouver d'armes fatales vraiment qui existent pour engager parfaitement un acteur. Néanmoins, les professionnels nous ont livré quelques outils et dispositifs qu'il était possible d'utiliser. Il y a des dispositifs à la fois matériels et humains qui sont distincts mais qui sont complémentaires. Vous pouvez tout à fait, par exemple, mettre en place un journal interne, mettre en place des réunions pour que l'acteur se sente vraiment concerné et impliqué dans le projet. Ça peut passer aussi par des notes de service, des notes de service, je l'ai déjà dit, des animations en interne et également mettre à disposition des acteurs de différents types de formations pour lui permettre de renouveler ses compétences. Néanmoins, une approche semble se distinguer, c'est l'approche humaine. Effectivement, beaucoup de communicants nous ont partagé une notion qui est la notion de management de proximité, qui consisterait en fait tout au long de ce processus en un accompagnement de l'acteur et ensuite en lui créant quand même un contexte d'autonomie et de liberté.
Enfin, donc je conclurai cette partie de communication interne dessus, vous l'aurez compris, quels que soient les enjeux de l'engagement, quels que soient vos besoins en organisation, il est indispensable et primordial de placer l'acteur au centre du processus d'engagement. Je vous remercie et je laisse Romane finir cette enquête. Merci. Donc pour essayer de conclure un petit peu cette synthèse, nous pouvons dire que déjà l'engagement c'est avant tout une démarche personnelle qui s'appuie sur des convictions et des valeurs. On a retenu une citation d'un interviewé qui dit que s'engager c'est donner une partie de soi pour tous. On a trouvé cette citation très sympa et qui exprime vraiment ce qu'on a essayé de chercher. On a vu aussi qu'il n'existait pas de technique de communication privilégiée. Tout dépend du message, tout dépend du public. On a essayé de se demander quels pouvaient être les degrés d'engagement. Donc on pense que ça peut partir d'une sensibilisation, c'est le premier pas vers un engagement qui amènerait une implication pour ensuite adhérer complètement au message, complètement à la cause, et ensuite pour faire participer les gens, c'est-à-dire pour le faire agir, pour qu'il y ait un changement de comportement. Donc tous ces degrés forment en tout l'engagement. Merci de votre attention. Et si vous avez des questions... Merci. Et vous pouvez quand même poser des questions, vraiment. Bon, si vous n'en avez pas, je vais passer. Ah, c'était sûr. Beau travail, franchement, là pour le coup, bien joué. Je me pose une question alors par rapport au taux d'engagement. Comment concrètement on peut mesurer l'efficacité d'un taux d'engagement d'une communauté? Parce que j'imagine que ça dépend aussi des communautés et des sujets traités. Tout dépend si je sais pas. Donc, du coup, comment évaluer justement un bon taux d'engagement? À partir de quel moment on peut dire que le taux d'engagement est bon? Ton engagement est bon à partir du moment où si tu es une association, tu as des adhésions, tu as des donations. Si tu es dans un secteur, je sais pas, dans la politique par exemple, tu le vois au nombre de gens qui ont voté pour ta campagne. Quand tu es dans un secteur culturel, tu peux le voir au nombre de personnes qui sont venues à ton spectacle. C'est là où tu vois les personnes qui ont été touchées par le message que tu as essayé de faire passer. Moi, je parlais sur le numérique en fait. Sur le numérique. Ça dépend, tu peux avoir plusieurs manières de récolter cette information, déjà quantitative mais aussi qualitative. Parce que tu peux avoir des personnes qui reviennent plusieurs fois, mais pas forcément de manière positive. Et au contraire, quantitative, tu vas avoir pas mal de statistiques, mais qui ne sont pas seulement représentatives de ton taux de l'engagement. Tu dois voir aussi quelles personnes reviennent régulièrement, quelles personnes vont interagir avec toi régulièrement, et qu'est-ce qu'ils vont faire concrètement. Donc ça, ce sera plutôt du qualitatif. Et quantitatif, je pense que tu es déjà au courant, mais tu as déjà les statistiques Facebook pour voir le nombre de j'aime, le nombre de clics sur les liens que tu vas mettre. Enfin, tu as tout ce type de données. C'est bon. Une autre question? Non, mais oui, juste une question en ce qui concerne l'engagement en interne. Dans votre diapositive, il y avait un facteur instable, le capital humain. Et après, vous avez insisté sur la reconnaissance, l'implication, etc. Voilà, moi, cette expression de capital humain me dérange un peu. J'aimerais bien que vous m'en disiez un peu plus. Merci Adeline. Alors en fait, la notion de capital humain, on l'a repris parce que beaucoup d'interviewés nous l'ont sorti.
En fait, d'actualité, il semblerait que de plus en plus de communicants en interne cherchent à quantifier le bien-être. Et pour quantifier justement le bien-être, ils utilisent le terme de capital humain. Et ça se dit aussi pour capital émotionnel. Voilà. Donc, étant donné qu'il est ressorti de nombreux scores en fait, dans le résultat d'interview, donc on s'est dit que c'était peut-être bien de le mettre, que d'autres professionnels puissent se reconnaître en fait, derrière ce terme. Voilà, ça répond à votre question. Mais vous êtes toujours mal à l'aise avec le terme, c'est ça? Capital humain, c'est peut-être aussi que maintenant, tout ce que peut apporter l'être humain en tant qu'outil, si on peut dire, tout ce qu'il a en lui est maintenant considéré. Alors qu'avant, ça n'était pas. On en tient compte quand, par exemple, on passe un concours, le savoir-être est considéré, alors qu'avant, ça n'était pas le cas. Voilà, ce genre de choses-là. Ça devient un capital parce que ça acquiert une puissance considérée, si je peux dire, quelque chose qu'on peut utiliser, qu'on reconnaît. Voilà. Être, ça devient aussi quelque chose d'important. Ça va pour le reste, effectivement, c'est dans la tendance. Voilà, un élément de réponse que je serais spontanément bien apporté comme ça. Si Leslie Gendron était là, mais étant présidente, elle vous en dirait plus. Une autre question? Donc pour la suite des événements, nous avons une petite annonce à vous faire. Ensuite, on prendra une petite pause et on reviendra. Alors pour la petite annonce, avant la pause, cette année, la promo a travaillé sur un autre projet que la UNESCO, c'est donc du coup la réalisation du journal Écho de Pau. Ce journal universitaire est publié depuis 13 ans par l'ITIC et il tente de mettre en fait la promotion dans des conditions professionnelles en séparant les étudiants d'une part avec les journalistes et d'une autre part avec l'équipe de rédaction et les maquettistes. Cette année, dans le prolongement de la journée Orco et du thème de l'engagement, nous avons choisi de consacrer le journal à une technique spécifique qui est la communication politique. Dans ce journal, vous retrouverez 3 parties distinctes qui représentent les 3 parties de mon parcours. D'un côté, vous aurez la communication culturelle, associative et publique. De l'autre, le numérique. Et pour terminer, la communication interne. Dans ce journal, en fait, on a voulu voir si la communication ludique pouvait être un vrai atout pour une communication ou si c'était seulement un effet de mode. Donc je vous invite à prendre un exemplaire au sein des Échos de Pau qui est juste là-bas. Et ben, je vous souhaite une bonne pause et une bonne lecture. Ouais.